Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens, avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans le 39e épisode de Sensoscopie où nous explorons l'intelligence sensorielle de Gaël Piton. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment on peut transformer souvenirs et passion en matière vivante pour créer un seul en scène. Nous parlerons de mémoire sensorielle, de spontanéité, de corps, de jeu et de créativité. Et comment il faut parfois oser se perdre pour mieux se retrouver et construire un univers artistique unique. Prenez le temps de tendre l'oreille pour écouter mon invité qui va tout de suite se présenter. Je suis Gaël Piton, je suis une artiste. J'ai créé la méthode et même, je dirais, l'écosystème Danser sa vie. Et je suis une maman et je suis avant tout une femme. Waouh. J'aime beaucoup quand vous dites je suis tout ça, parce que ça veut dire que ça se réactualise au fur et à mesure une vie finalement. Oui, et c'est surtout que je me suis longtemps décrite comme... alors, c'est les gens qui m'identifiaient comme ça, mais c'était slash, c'est-à-dire sophrologue, slash coach, slash autrice, slash... On dit slasheuse d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, on me disait... Mais moi, je ne me suis jamais reconnue là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, tout ça est extrêmement cohérent. Tout ça, toutes ces parts se nourrissent les unes et les autres, et je ne souhaite pas m'amputer de l'une ou de l'autre. Donc, artiste résume assez bien tout. Artiste, avec cette spécialité de danser sa vie. C'est ça. On va revenir dessus, mais avant de développer ce sujet passionnant, j'aimerais qu'on revienne avec cette photo que vous avez amenée de vous, enfant, avec ce micro déjà. Et ouais. On sent que c'est précoce. On est où là ? Alors, on est dans le jardin de mes grands-parents maternels, à Pont-à-Mousson, en Lorraine, parce que je suis née à Nancy, donc je suis d'origine lorraine, du Grand Est, une région qui est chère à mon cœur. Et oui, c'est un micro. Alors, c'est un micro qui a un fil, mais qui mène nulle part. C'est un micro, c'est un jouet. Mais j'aurais pu vous ramener, je pense, la même avec des rouleaux de papier toilette scotchés les uns aux autres. Enfin, j'adorais me servir de tout pour faire un micro. Grosse expertise pour s'exprimer. Exactement. Grosse expertise technique qui ne m'a pas quittée, n'est-ce pas ? Et je pense que je chante un peu à tue-tête. Je pense que le volume de la chanson est assez fort. Vous le ressentez, ce mouvement dans le corps Oui, dans les cordes vocales, je dirais la presse, tu vois, comme si ça chatouillait. Et surtout, la phase d'avant, je pense, en tout cas dans mes souvenirs, c'est que j'adorais faire de courir dans ce grand jardin sur cette pelouse. Donc c'est une grande course un peu qui fait soulever les tissus, qui fait soulever peut-être les cheveux dans le vent aussi. Voilà, j'adorais courir très vite dans le jardin. Donc des sensations de liberté. Et ça, c'est des sensations que j'ai pu reconnecter bien plus tard, exactement les mêmes en me disant c'est précisément ça et c'est précisément dans ce jardin. C'est fou, la mémoire du corps. Ah oui, la mémoire sensorielle de l'époque, quand elle se ravive, ça fait comme un emboîtement en fait, un alignement. Quand on se dit être aligné, finalement, ce serait être aligné avec une sensation de liberté d'une petite enfant de 7-8 ans. C'est ça, c'est quand on dit l'enfant est à l'intérieur de nous, là c'est vraiment au niveau charnel, sensoriel, j'ai vraiment ressenti cette même sensation. Et j'ai su que j'étais au bon endroit, du coup. Donc le bon endroit, ça serait pour vous en tout cas cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sensation de cette époque, dans cette maison ? C'est chez vos grands-parents ? Oui, c'est chez mes grands-parents.
je dirais que mes parents ne sont pas encore divorcés dans mes souvenirs, mais en fait, voilà, c'est mon historicité, comme on dit en sophrologie, c'est-à-dire ma façon de voir les choses. J'y vois quand même une forme de liberté. Je suis habillée d'un costume, j'ai mis des fleurs dans les cheveux. Je me trouve très isadorienne, comme Isadora Duncan, la danseuse libre, parce qu'elle était aussi habillée en blanc, parce que la photo est en noir et blanc, sans doute, et parce que Isadora, elle adorait danser devant la mer. Ouais, c'est la liberté. La liberté, c'est un mot, une notion, une valeur qui est très, très importante pour moi, depuis très longtemps. Et à cette époque-là, on a quoi comme activité, comme environnement, comme souvenir sensoriel qui, au-delà de prendre le micro pour déclamer quel poème inventer, quel chant créer? Se déguiser, beaucoup de... Ouais, se costumer, jouer des personnages. Et j'écrivais déjà beaucoup, en fait. J'ai toujours écrit des journaux intimes. Déjà petite, alors c'était pas forcément beaucoup de phrases, mais écrire. Ouais, je dirais qu'il y a ça. Écrire, se déguiser. Ça, c'était... et créer des jeux d'imagination. J'ai toujours été beaucoup dans mon imaginaire, en fait. Et on vous laissait faire? Ouais. Ouais. Ben, c'était pas forcément très visible, en fait, donc ça va. Voilà. J'étais, même si je porte de la voix là, je pense que là, c'est un moment où je suis dans le jeu, mais j'étais pas, sinon, la petite fille qui est à table va être celle qu'on entend tout le temps, quoi. Plutôt discrète. Ouais, plutôt discrète. Et déjà très connectée. Par contre, ça, c'est vrai que... Connectée, c'est-à-dire? Eh ben, j'adorais faire semblant de prier. Bon, j'ai pas une famille qui est très religieuse. Ma grand-mère paternelle était catholique. Je suis baptisée parce qu'à l'époque, on baptisait les enfants. Mais j'ai pas de connexion comme ça. Mais j'ai toujours eu la sensation, donc j'adorais faire semblant de prier, qu'il y avait plus grand que moi, et que ça me manquait, qu'on n'ait pas ça dans notre famille, qu'on n'ait pas... J'étais fascinée par les personnes qui avaient une croyance, quoi. Spirituelle en tout cas. Et je pense que j'étais déjà assez... je l'ai mis les mots plus tard, mais une enfant assez connectée, très dans son imaginaire, mais très persuadée qu'on est entouré de bien plus grand. Donc, inspirée. Ouais, voilà, ouais. Ça, c'est sûr que c'était déjà très présent. Et je me réfugiais aussi beaucoup dans l'imaginaire. J'inventais des histoires. Et donc des activités, vos parents vous faisaient faire des activités pour nourrir ce besoin? Alors, ma maman plus, parce que j'ai vécu beaucoup avec ma maman. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans et ils m'ont eu très jeune en fait. Donc mon papa, il passait l'internat pour devenir chirurgien. Donc il était très occupé. Quand je les vois sur les photos, ils sont vraiment très très jeunes. Donc ils m'ont eu à 22 ans. Donc c'était quand même jeune à l'époque. Et oui, ma maman, elle était institutrice, donc elle était là les vacances scolaires, donc elle s'est quand même beaucoup occupée de nous, elle nous a quand même nourris, acheté des livres, il y avait beaucoup d'histoires, on écoutait beaucoup d'histoires, et on était quand même... de ça, on a été nourris, oui, ma sœur et moi. La danse? La danse, elle est présente très très tôt. Elle est présente, je crois que je commence mon premier cours à 5 ans, dans un truc de la MJC Lorraine, elle s'appelait. Donc à Nancy, et avec une prof qui s'appelait Laurence, que j'ai retrouvée des années après. Je ne l'ai pas eu longtemps, mais c'était de la danse rythmique, donc il fallait vraiment reproduire ce qu'on faisait de manière extrêmement technique. Donc ça ne m'a pas forcément super plu. Mais plus tard, j'intègre une troupe que je quitterai à mon départ pour mes études à Paris, donc à 20 ans, qui s'appelle Aura Gadati, l'école de danse c'est Terpsichore, et qui est une troupe assez singulière parce que c'est une troupe donc d'artistes amateurs de danse du monde et essentiellement de danse d'Israël. Voilà, donc je rejoins cette troupe. Ma maman dansait aussi dans la troupe, ma sœur aussi, ma petite sœur après, donc c'était une histoire aussi de famille. Et on faisait des danses d'Israël, on faisait des danses du monde aussi, des debka, il y a des tas de choses, des danses russes. Et la spécificité, c'était des super beaux spectacles où il y avait des tableaux, des histoires. Souvent, il adaptait des contes. On a fait un conte scandinave, par exemple, La Rose Rouge, avec beaucoup de musique classique. Donc, c'était vraiment extrêmement spectaculaire. Pour un spectacle d'école de danse, c'était vraiment de la haute volée, avec une exigence très, très intense. Le prof était impressionnant, hein. Ça gueulait beaucoup pendant les cours.
Mais moi, j'ai adoré ça. Et là, ça a commencé à vraiment confirmer que c'est ce que je voulais faire quand je serai grande, quoi. Oui, donc ça a installé vraiment une structure de danse traditionnelle, très codifiée, avec des gens en association qui ont une transmission visiblement très disciplinée. Oui, en tout cas, c'était l'exigence, mais je comprends, c'est-à-dire que sans exigence dans un spectacle de danse, malheureusement, on n'a pas grand-chose en fait. Et ça, c'était... Donc ça plaisait pas à tout le monde, hein. Il y avait beaucoup de gens qui arrêtaient parce que on faisait pas ça, enfin, on faisait ça en loisir, mais rien n'était loisir dans les cours de danse. Bah, et moi, ça me plaisait beaucoup. Et puis, il y avait aussi ce fait que je regardais les cours d'après, parfois parce qu'il y avait beaucoup de déplacements à faire, les trajets pour ma maman, d'aller chercher ma sœur, puis moi, etc. Donc des fois, je restais et je regardais les grands. Et mon rêve, c'était d'aller dans le cours supérieur, quoi. Peut-être un jour, ce que j'ai pu faire, effectivement. Et je dois vraiment beaucoup à ce prof de danse, à cette famille, en fait, dans l'entretien de ma motivation et de mon chemin dans la danse, en tout cas. Oui, en tout cas, ça a construit quelque chose d'assez solide en profondeur. Sur le corps, l'expression du corps, en fait, dans un imaginaire qui tout d'un coup va au-delà du micro. C'est ça, et puis il y avait le corps, c'est des danses où il y avait quand même beaucoup de joie. On criait, par exemple, on sautait, hey, comme ça. Donc ça, moi, je sais qu'il y avait ce truc et qui m'est toujours resté, où j'ai quand même un fort dynamisme et je suis quelqu'un de très joyeux en fait, donc là je m'exprimais à fond là-dedans et maintenant que vous me replongez là-dedans, je vois aussi une autre dimension qui était transgénérationnelle parce que sur scène on était toutes les générations. Ça c'est sympa. Et ça c'était vraiment chouette, donc on se connaissait, les adultes, quand on a fait une tournée en 93 en Israël, donc je suis allée en 93 faire une tournée dans les kibbutz. Et on était aussi avec les adultes, les autres adultes qui s'occupaient de nous, enfin il y avait vraiment une vie de troupe, quoi. Et ça me plaisait bien. Je pense que mon prof, en fait, il adorait Fugain, quoi. Ah oui, je vois très bien. C'était ça, quoi. Le printemps est arrivé. On chantait, on dansait. Big Bazar. Voilà, c'était vraiment ça. Et en fait, ça c'est une époque. Hein. Ouais. C'est vraiment une époque de collectif, de puissance du collectif, d'intergénérationnel et surtout d'énergie incarnée par cette danse très codifiée. Et c'est vrai, comme vous le dites, c'est hey, hey, avec et très, très, beaucoup d'enthousiasme, enthousiasme au sens intéo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a voilà, on l'appelle divin, élan vital, ce qu'on veut, mais il y a quelque chose de très incarné dans la transmission qui, en fait, est une transmission par l'expérience. C'est ça, et qui en fait est dans une tridimensionnalité, et ça c'est très important pour moi aussi, même toujours dans ce en quoi j'œuvre et mon travail, c'est il y a l'œuvre, il y a celui qui performe et il y a le public. Et ça, je pense que, parce qu'on envoyait tellement le feu qu'en face les gens ressortaient vraiment avec le sourire, avec la joie, et je me suis rendu compte que ça c'était une grande puissance quand même. Ouais. Bah oui, parce que c'est une contagion positive. Ah ouais, mais ça c'est un joli mot, contagion positive. Bah oui, c'est ça, exactement. Donc en tous les cas, c'est resté très actif, parce que finalement, quand on regarde cette petite fille, et que là vous me décrivez cette initiation dans laquelle vous avez été baignée adolescente, finalement, et je vous ai là devant moi, c'est intact. Alors c'est intact, c'est des retrouvailles, on va dire. Des retrouvailles. Vous vous êtes perdu à un moment donné sur le chemin. Racontez-moi ça, parce que moi j'aime bien quand on se perd et qu'on se retrouve. Ah bah je me suis perdue plusieurs fois. Et que l'intelligence sensorielle permet de se retrouver. Exactement. C'est un peu, je l'appelle la boussole, moi, mais c'est complètement ça. Et ben l'histoire, c'est Qu'est-ce qui fait qu'on se perd déjà ? Parce que c'est peut-être bien de savoir qu'est-ce qui va faire qu'on va se perdre, ou est-ce que c'est bien de se perdre ? Est-ce qu'on se perd vraiment, ou est-ce qu'on accepte C'est une vraie question, parce que j'ai l'impression que, comme vous le dites, c'est intact. Oui, ça a toujours été intact, en fait. Vous réagissez un peu en disant « Ouais, mais bon, ça a été un peu dur quand même. » Ok, mais donc, est-ce qu'on fait l'impasse ? J'ai fait ça, moi. Non, mais est-ce qu'on fait l'impasse ? Enfin voilà, c'est-à-dire à quoi ça sert de savoir, à quoi ça sert d'expérimenter, et qu'est-ce qui fait qu'on se perd et qu'on se retrouve ? Parce que si on a l'intention de se dire il y a toujours de l'espoir, et si je cultive cette intelligence sensorielle, et si je cultive quelque part un enfant libre, même s'il a été contraint, même s'il a été contrarié, qu'est-ce qui fait qu'on ne le perd pas et qu'on peut lui reprendre la main et dire « Yeah !» J'ai jamais été cabossée. Ouais, alors,
En tout cas, dans le fait de se perdre, et ça a été, donc il y a quand même la grosse perte, c'est la fermeture d'un rêve. C'est fermer les portes du rêve de devenir danseuse, parce que c'est ce que je voulais faire. Et alors ça paraît le rêve un peu de gosse, de plein de petites filles. Moi, c'était vraiment quelque chose qui était dans mes cellules. C'était vraiment tout mon être vibrait danse. Vu ce que vous avez partagé, voilà, je comprends. Et avec le recul, sur chaque photo, quand vous m'avez demandé de ramener une photo, forcément je suis allée revoir dans les petits albums parce que tout n'était pas numérique, évidemment. Je me dis comment on peut passer à côté que cette gamine-là, avec mes yeux d'adulte, maintenant je dis cette gamine-là, évidemment, tout est là en fait, tout est déjà là. Je ne suis pas étonnée de la femme que je suis devenue. Mais pour ça, il y a eu les fermetures d'un port d'un rêve, c'est-à-dire que j'étais plutôt bonne à l'école, mes parents ne voulaient pas que je sois danseuse, je ne leur jette pas la pierre parce que c'est compliqué, je pense en tant que parent. Il fallait faire la voie, déjà, passe ton bac d'abord, quoi. Passe ton bac d'abord et si possible, fais autre chose, quoi. Et puis tu feras la danse à côté, une petite passion comme ça. Mais moi, c'était pas ça du tout, c'était pas la petite passion à côté, c'était très très sérieux. Donc, cette première perte, et il y en a eu d'autres dans ma vie, donc c'est pour ça que je commence à me dire, il y a un petit mode opératoire qui a pu se reproduire, c'est la croyance des autres et c'est les injonctions extérieures. Mais quand on est enfant, c'est compliqué d'aller contre l'injonction parentale. La peur de déplaire, la peur de... Et puis j'avais pas du tout d'argument en face, en fait, en vrai, à l'époque. Donc, en troisième, quand on faisait sacro-sainte classe de troisième, où ça vraiment, faut savoir ce qu'on veut faire, sinon là c'est mal barré, on me dit qu'est-ce que tu veux faire, moi je réponds je vais être danseuse, mais bon, on regarde les résultats, on se dit c'est une ineptie, c'est une aberration cette enfant, elle a des bons résultats et il faut pas qu'elle fasse ça, il faut qu'elle aille en S comme tout le monde en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis conformée en fait. Mais muscler votre cerveau. Ouais. Et en fait, c'était une part de moi. J'étais bonne à l'école, effectivement. Alors, je n'étais pas du tout scientifique, par contre. Le bac S, je l'ai vraiment subi. Je ne me suis pas éclatée. D'ailleurs, après, je suis allée en Hippocagne, donc ça montre bien que j'étais quand même plus littéraire. Mais à l'époque, il y avait bac S, c'est les gens qui sont bons. Même en Hippocagne, on était prioritaire si on avait fait S. Donc bon, les maths étaient quand même importantes. Et donc, je fais ça. Et puis, à un moment donné, on est aussi dans le circuit. Donc, la communauté de gens que je fréquente, c'est des gens qui sont comme moi, qui sont en Hippocagne. D'ailleurs, la plupart de mes anciens camarades, ils sont profs, agrégés. Enfin, je rentre dans une voie un peu tracée, quoi. Mais dans laquelle je rencontre plein de choses très utiles pour mon parcours. C'est-à-dire que voilà, j'ai écrit 6 ouvrages. Je pense que l'Hippocagne m'a bien aidée à être structurée, à rendre des manuscrits qui sont quand même presque impeccables. Enfin, vraiment, j'ai une grande exigence, j'ai une pensée qui se structure. Ça m'intéresse beaucoup aussi de philosopher sur ce qui est en train de se passer pour moi. Donc je ne rejette pas du tout, mais il y avait presque cette impossibilité d'être les deux. Et ça a été longtemps dans mon chemin. C'est comme si une fois qu'on était littéraire ou grandes études, on ne pouvait plus être autre chose. Et le « et » n'existait pas encore. Non. Et je ne sais pas s'il existe encore vraiment, mais bon, c'est un autre débat. Si, regardez, vous vous êtes présenté, vous m'avez dit je suis et. Oui, mais il a fallu du taf pour tout ça derrière, en fait. Aujourd'hui, sans une grosse introspection. Et j'ai eu la chance de faire ce travail d'introspection. Je pense que ça, c'est vraiment la clé pour moi, d'aller plonger dans notre compréhension de nous-mêmes, dans nos méandres, dans nos ombres. Moi, je suis une grande voyageuse des ombres quand même. Ça veut dire quoi, être une grande voyageuse? Je regarde mes dragons, mes démons. J'aime aller plonger dans les parties un peu moins Quand chouettes. on regarde la petite fille à ce moment-là, si vous la regardez, vous les sentez déjà, ces ombres, à ce moment-là? Vous les ressentez? En fait, si je plonge, je me dirais que la petite fille, elle a beaucoup besoin d'imaginaire parce que ce qu'elle vit n'est pas très marrant, même si elle a de la chance. Elle coche toutes les cases, c'est-à-dire que j'ai des parents qui m'aiment, je suis née dans un milieu pas aisé, mais qui n'est pas pauvre non plus, classe moyenne. Mais je pense qu'au niveau affectif, il y a des manques. Et c'est difficile de ne pas se plaindre quand c'est comme ça. Enfin voilà, j'ai rien. T'as tout pour être heureux, c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite. Moi, c'est pas tellement ce que je ressens. Et vous ressentez quoi? Vous sentez qu'il vous manque quoi à ce moment-là? Parce qu'on parlait d'ombre tout à l'heure, on parlait de démons. Ça veut dire qu'elle est déjà habitée par ces turbulences-là? Ouais, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très mélancolique aussi. Et une part de moi, et une partie qui est hyper joyeuse aussi. Pour moi, elle coexiste vraiment. Mais il y a un manque, il y a un manque de mon papa, clairement.
Il m'a beaucoup manqué pendant mon enfance parce que il était très occupé, parce qu'il n'avait pas ma garde ensuite. Donc, je suis quelqu'un qui a encore le blues du dimanche soir. C'est pour ça que j'ai choisi un taf où il n'y a pas de reprise le lundi matin, quoi. Ouais, tout ça pour ça. Bah ouais. Genre, les détours. Alors on est d'accord que maintenant les gardes partagées, vous récupérez les enfants le dimanche matin. J'en rigole, mais chez beaucoup d'enfants divorcés de cette époque, le dimanche soir est un sujet. Mais le lundi est un sujet. Et le lundi est un sujet. Mais je pense que c'est ma première blessure, c'est celle-ci, effectivement. Et elle a ancré beaucoup de choses. L'absence, mon père m'a pas laissé tomber, mais il n'était pas présent et j'ai passé beaucoup de temps à attendre qu'il soit là, qu'il soit allé au gala de danse, il a été vraiment présent matériellement. Il est présent aujourd'hui, parce que voilà, les choses évoluent quand même dans ma vie, mais à cette époque-là, on est quand même ma sœur, ma mère et moi, 3 nanas. Et je suis grande sœur aussi, donc j'ai eu très tôt ces responsabilités que j'ai prises. Je suis la grande sœur, je suis la grande. C'est comme ça qu'on m'appelle dans ma famille, je suis la grande. Donc la grande, elle peut pas trop faire la petite, quoi. Faire la petite. Faire la petite. C'est quoi faire la petite? J'aime bien cette expression. Ouais, je sais pas, elle vient comme ça. Tu fais ta petite là non, mais c'est vrai qu'on m'appelle la grande, toujours la grande, donc la grande, elle est raisonnable. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a une très belle chanson de Linda Lemay qui s'appelle « Je suis grande ». Je suis raisonnable, je donne l'exemple, je suis responsable. Ça, c'est les paroles de la chanson. Wow. Donc elle dit qu'elle n'a pas eu de crise à l'adolescence, ce qui est mon cas, qu'elle ne fume pas de clope, elle ne fait pas de conneries, quoi. Et c'est ça. Donc moi, je ne fais pas trop de conneries. Et je n'ai pas fait de crise d'adolescence, j'ai pas fait de... Et plus tard, dans les différents espaces thérapeutiques que j'ai pu fréquenter, on est revenu sur cette crise d'adolescence qui en fait marque pas mal de choses dans un chemin. Moi, j'ai pas fait de crise d'adolescence. Elle s'est peut-être manifestée différemment. Alors, peut-être à 40 ans, peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous parlez tout à l'heure de ce grand collectif où on chante, où on danse, où on a quand même une discipline de tournée, on voyage. Il y a des gens qui ont une puissance aussi de transmission très carrée, très structurée. Peut-être que ça cadre aussi un besoin d'expression, un besoin de repère. Donc, je pense que ce besoin à l'adolescence d'aller explorer différentes facettes et tester des choses, quand il y a une pratique culturelle, artistique assez intense, ça peut canaliser potentiellement à ce moment-là. En tout cas, moi, je transmute beaucoup avec l'art, déjà à cette époque, ça c'est sûr. C'est ce qui s'ancre. Voilà, j'écris des chansons, j'écris des lettres, j'écris beaucoup de lettres. Des lettres d'amour, enfin bon, ça peut être avec les petits copains et tout ça. J'écris un journal que je tiens toujours, même encore maintenant. Qui en fait, je pense, c'est finalement une œuvre à part entière. Enfin, c'est vraiment, j'y mets beaucoup de moi. Et surtout, comme j'ai la charge de comme je suis la grande sœur et que au moment où il y a le divorce de mes parents, c'est une période très très compliquée, je priorise ma petite sœur parce que je me dis, donc je lui raconte des histoires. Je transforme le réel, en fait, à ce moment-là. Et ça, c'est revenu beaucoup dans mon chemin. Je suis un peu comme une petite fée qui dit « cling », je te transforme le truc. Alors ça, une part très vertueuse, très aidante. Ça peut être un peu casse-gueule pour d'autres situations, c'est-à-dire que par moment, c'est pas que je réinvente les choses, mais je donne une autre version, quoi. Parce que la version réelle est trop difficile. Voilà. Donc effectivement, je pense que c'est une façon de transmuter. Voilà. Oui, et de protéger, de sécuriser la zone, comme on dit, quand on a une intelligence émotionnelle, une intelligence sensorielle, un imaginaire fertile, c'est aussi de créer des mondes qui permettent de supporter la réalité. On le voit dans les chocs post-traumatiques où on va s'inventer des choses qui n'existent pas. Ça permet d'avoir une espèce de matelas parce que la réalité à regarder est trop difficile. C'est aussi ce qui va créer... des circuits de réparation, de résilience pour permettre aussi une créativité, une adaptabilité, une plasticité cérébrale et tout ça. Donc aujourd'hui, on a cette construction-là qui vous fait, vous, la petite grande. Comment elle se parle aujourd'hui et qu'est-ce que ça donne alors comme singularité de Gaëlle aujourd'hui? Déjà, je suis très fière de la petite Gaëlle, à qui je parle souvent du haut de mon âge adulte, c'est-à-dire je l'ai vraiment pris sous mon aile, clairement, parce que j'adore cette gamine. Je suis fan de la petite Gaëlle. Elle est où votre aile?
sous mes, je sais pas, sous mes vit bras. sous votre Je échelle. l'embrasse, ouais, je sais pas comment dire. Vous la sentez en vous? Ouais. Comment elle est où? Dans la clavicule, sous l'aile, c'est où? C'est Ouais, l'omoplate? ouais, je dirais ça. Je sais pas, enfin, ça bouge un peu. À la fois, en tout cas, elle est serrée contre moi, ça c'est sûr. Elle est extérieure, enfin, Ouais. c'est comme une excroissance. Oui, c'est comme une. Elle n'est pas à l'intérieur, Oui, elle est comme à côté. Oui, c'est vraiment une autre personne, mais à qui j'apporte du soin. Ça j'ai appris à le faire. D'ailleurs, cette photo que je vous ai ramenée, elle est affichée dans mon bureau. Pour moi, c'est vachement important. Je la regarde souvent, je lui parle souvent, voilà. C'est marrant parce qu'il y a autre chose qui me venait quand on échangeait toutes les deux. Un côté que j'ai laissé tomber vraiment et que j'ai retrouvé là pour le coup dans le spectacle, c'est que j'étais très drôle. En fait, j'étais une gamine marrante. Beaucoup d'humour. Ouais, beaucoup d'humour. Et dans le spectacle, je me souviens que la metteuse en scène avec laquelle je travaille m'a dit « Mais tu as un potentiel comique ». Et là, ça m'a fait tout drôle parce que c'est pas tellement mon endroit en fait, moi. Il y a le chant, il y a la danse, mais le potentiel comique. Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est vrai que je faisais marrer, quoi. Parce que l'humour, c'est aussi une façon de transmuter le réel. Et c'est presque la plus difficile, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai un grand respect, moi, pour les humoristes, parce que souvent, ils ont nettoyé les bons petits tas de merde derrière, pardonnez-moi l'expression. Donc voilà, et j'étais assez rieuse, en fait. Rieuse, et je sais qu'il y avait un jeu qu'on aimait beaucoup avec ma sœur, et elle s'en souvient aussi, quand notre maman allait faire les courses et puis qu'on ne voulait pas sortir de la voiture, donc on se mettait dans la voiture, et c'est un truc que je fais avec ma fille encore maintenant, je faisais parler les gens qui passaient. Donc j'imaginais que le monsieur parlait, donc je faisais des voix en imaginant que le monsieur était en train de s'exprimer, donc ça crée des situations hyper cocasses, et ma sœur était morte de rire, et ma fille rigole beaucoup de ça. Et les deux me disent, s'il te plaît, tu peux faire parler les gens. Donc, mais ça, pareil, ça, je l'ai perdu. Les années adolescentes, début de l'âge adulte, tout ça, j'avais plus ce truc-là. Fallait devenir sérieux. Ouais, en même temps, la Sorbonne, c'était pas forcément l'endroit de la grosse déconnade, toujours. Et puis j'étais, voilà, il y avait les études, je bossais aussi chez Gibert, la librairie au quartier latin, pour payer les études. Donc, il y avait beaucoup de travail, c'était pas des années, j'ai pas fait des années fac, détente, etc. C'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. Donc non, c'était pas très marrant, même si j'ai adoré la vie parisienne, parce que Paris, c'est une vraie aussi porte de liberté qui s'ouvre pour moi. D'ailleurs, dans ce quartier de Montmartre, plus exactement Château-Rouge, où là, pour moi, c'est un deuxième choc, c'est « Ah ouais, il y a des gens qui vivent comme ça, quoi ». Paris, c'est vraiment là. Et je sais que souvent ils m'appellent comme ça, ils me disent « Ah, toi, t'es la Parisienne », alors même si maintenant j'habite plus du tout dans Paris, mais pour ma famille, je suis celle qui est partie, hein, et on n'est pas beaucoup à être partie de la Lorraine, donc il y a aussi quelque chose de l'ordre presque de la désobéissance qui a fait... J'ai eu longtemps du mal parce que j'ai quitté, même quand j'ai quitté la troupe dedans, c'était très dur aussi pour moi de me dire, je le fais pour mes études, je m'arrache, je me sentais un peu arrachée à mes racines, mais ce que j'ai trouvé une famille artistique, j'ai rencontré des gens incroyables. Je commençais de plus en plus à fréquenter aussi de nouveau des troupes de danse, des artistes. Donc, et là, vraiment, je me suis dit, mais il y a un monde qui est en train de s'ouvrir, quoi. Ouais. Comment aujourd'hui, dans votre spectacle, on peut en parler? Qu'est-ce que du coup, quelle est la place, on va dire, de la petite Gaëlle et de la grande Gaëlle et de cette alchimie, en fait, hein, que vous avez extrait de toutes ces expériences? Comment ça se présente? Alors déjà, l'histoire du spectacle, c'est quand même rigolo de vous dire que si on m'avait dit 6 mois avant que j'allais faire un seul en scène, j'aurais rigolé. C'est déjà pas mal. Ouais, on retrouve un peu d'humour. Parce que je n'ai jamais eu cette ambition de faire un seul en scène. C'est pas comme si c'était un truc que j'avais toujours... Alors là, je suis désolée, je vous arrête tout de suite. Ouais, elle m'amène une photo, vous m'amenez une photo de vous, seule en scène dans le jardin de la grandeur. Ah, oui, mais... Ah non, mais c'était même pas une idée. C'est le jardin de la grandeur. C'est imprimé. Bah oui, mais bon, en tout cas, c'était pas encore à la conscience, visiblement. Mais par contre, il y a eu maintenant avec le recul, avec l'histoire, donc le seul en scène, il parle de cette passion contrariée. En fait, il raconte mon histoire, même si le but vraiment de ce spectacle, c'est que mon parcours, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça va inspirer en face, de se dire, nous sommes en train d'assister à une personne qui ose. Donc on n'est pas dans une conférence où je suis en train de dire, voilà, pour oser, il faut... enlever les croyances limitantes, nanani, nanana. Je suis en train de le faire, vous assistez à ça.
Et pour moi, l'objectif, c'était de déclencher qu'une fois que les gens aient vu le spectacle, se disent avec quoi je peux renouer moi aussi. Alors, pas forcément une passion artistique, hein, mais les passions contrariées, j'en ai croisé tellement, tellement. Et j'ai mis longtemps en fait, à comprendre que c'était ça, en fait. C'était cette petite fille avec cette passion contrariée qui avait résonné avec les jeunes en Seine-Saint-Denis. C'était elle qui était bien avec les artistes. Et que ça avait une puissance énorme, en fait. Les jeunes en Seine-Saint-Denis, c'est qu'à un moment donné, vous allez, c'est à l'époque où vous êtes sophrologue, Ouais, je m'installe à Saint-Denis. et vous allez donner des cours Dans les collèges, REP+. Dans les collèges, Ouais. oui. Saint-Denis, c'est un grand terrain. C'est aussi il y a Paris, puis après il y a la page. C'est comme les pages d'un livre, il y a le chapitre même. Saint-Denis qui est très important. Et en fait, je faisais donc méditation, sophrologie dans les collèges REP+, pour lutter contre la violence et le stress à l'école. Donc on était vraiment c'était bien punchy. Et en fait, les gens me disaient, mais pourquoi ça marche avec vous alors qu'on a essayé avec d'autres personnes? Il y a un truc qui ne matche pas. Alors je leur dis, bah non, moi c'est la sophrologie. Je me cachais un peu derrière les outils, moi. Pour moi, Bien c'est la sûr. sophrologie qui faisait ça, la méditation. Et en fait, j'ai compris que ce qui passait entre nous, c'est pas que ça marchait, parce que ça veut pas dire grand-chose, ça marche, mais ce qui passait avec ces jeunes, c'est que j'entendais tellement le fait qu'ils n'étaient pas à leur place. Parce que moi, c'est précisément ce que j'ai vécu, en fait. Oui, il y avait une empathie totale. Ah mais oui, mais elle était pas, j'avais pas mis vraiment la conscience dessus parce qu'au final, c'est des jeunes du 9-3 comme on les appelle. Là, si on se met l'un à côté de l'autre avec les jeunes, on voit pas trop on peut se dire, j'ai pas vécu dans un quartier, moi, j'ai pas vécu dans une cité. Mais en fait, j'ai connu de ne pas être à la bonne place, quoi, et je sais à quel point ça fait du mal. Donc je pense que c'est ça qui a marché. Et en fait, c'est devenu quand même quelque chose qui inspirait tellement les gens. Donc ensuite, suite à cette expérience en Seine-Saint-Denis, je suis montée sur scène pour un TEDx, donc c'est une conférence, où déjà à l'époque, quand même, je me disais, en fait, le vrai truc, Gaëlle, si tu vas au bout du bout, tu devrais danser dans cette conférence. Ce serait ça. Et j'ai pas été jusque-là. Donc c'est vrai que c'est un peu limité le cercle rouge du TEDx. Voilà. Il n'y avait pas assez de place comme dans le jardin. Et puis j'ai pas osé aller au-delà de ces codes-là encore plus, quoi, dans ce qu'on me demandait comme exercice. Mais c'était quand même là. Et donc, le moment du seul en scène, c'est vraiment là. Pour le coup, on parle de sensorialité, on parle aussi d'intuition. C'est vraiment j'obéis beaucoup à mes intuitions, moi. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'obéis. Je saute. Et là, en fait, je suis dans ma cuisine en train de laver ma vaisselle et je me dis, il faut que tu fasses le seul en scène. Comme ça. Comme ça. Pas de rencontre, Non. pas de... Non. C'est arrivé... Alors peut-être qu'il y a eu, je sais pas, il y a forcément eu des choses, il y a peut-être le fait que je me questionnais beaucoup sur les outils, sur le fait que j'étais une slasheuse, que les gens n'arrivaient pas à me foutre dans une case et qu'à chaque fois on me dit on sait pas qui t'es, on sait pas ce que tu fais, on sait pas si t'écris, t'es sophrologue, et j'en avais un peu ras-le-bol de tout ça. Mais c'est vraiment, je vois très bien le moment parce que c'est très sensoriel pour le coup. Il y a un peu un petit filet de... J'ai une cuisine qui donne sur un petit espace extérieur. Il y a vraiment le soleil qui filtre sur le lavabo, et là, sur l'évier, et là, je me dis, il faut que tu fasses le seul en scène. Et je m'entends dire, putain, vous faites chier, parce que je sais pas qui parle, et que je sais que de toute façon, je vais obéir. Mais je sais absolument pas comment faire. Enfin, j'ai pas prévu ça dans mon planning. On est quand, là ? On est au mois de mai de l'année dernière. Ah oui. Ma première, c'est en octobre. Ouais. Ah oui. Au mois de mai. Et comme je suis très très cartésienne, mais j'ai aussi un côté très connecté, j'obéis à ma foi, donc je saute, et je me dis toujours, saute, le filet apparaîtra. C'est hyper inconfortable. C'est vrai que c'est un peu cette idée que on n'est pas obligé d'avoir un objectif, la cible apparaît au fur et à mesure que tu as lancé la flèche. C'était tellement plus grand, et en même temps que j'obéis. Donc après, je me dis, je ne sais pas du tout comment je vais faire parce que j'ai pas la condition physique d'être seule en scène. J'ai jamais fait un seul en scène. Moi, a priori, ce qui m'éclate, c'est plutôt le collectif, donc je ne comprends pas bien le sujet. Et en même temps, à partir de là, tout s'enchaîne. C'est que tout est là, en fait. Que c'est d'une fluidité. Mais moi, j'en suis... déconcertante. Ah ouais. Tout s'aligne. C'est-à-dire que le lendemain, je m'assois, ou peut-être 2 jours après, je ne sais plus. J'ai une newsletter que je reçois de Profil Culture, qui est un truc dans la culture. Là, je suis abonnée, je lis jamais les newsletters. C'est partie de ces newsletters où en fait, je mets à la poubelle et je me dis pourquoi tu es abonnée. Et ce jour-là, je la lis. Et là, je vois résidence, 1 semaine près d'Avignon, créer son seul en scène, créer le premier jet de son seul en scène. Et je me dis, j'y vais. Je ne connais pas la metteuse en scène. Je n'ai jamais été dans ce lieu. Je m'inscris. Ça, c'est Gaëlle, quoi. Et en fait, c'est génial, quoi. Je prends ce temps, donc j'aménage ce temps. Pas évident aussi ça, c'est-à-dire j'annonce à la famille, je vais partir 1 semaine écrire un spectacle.
tout va bien. Enfin, ma famille, mon conjoint et ma fille, qui me suivent dans quand même toutes mes aventures. Et j'y vais, et là c'est magique, parce qu'en fait, tout ce travail que j'ai pu faire dans les formations de sophrologie, de coaching, après à Paris 8, où on travaille sur le voyage du héros, sur tout ça, toute cette matière, c'est comme des puzzles qui s'assemblent. C'est vraiment assez... J'ai beau assister à ça chez des personnes que j'accompagne, là, il y a vraiment, tout se met en place, l'univers artistique. Donc, en plus, cette metteuse en scène, qui s'appelle Christine Pedizzi, elle me fait travailler. Au départ, je me dis, bon, je vais faire le texte. Elle dit, toi, tu vas pas commencer par le texte. Elle me ramène des gommettes, des paillettes, une feuille, des plumes. Je déteste faire des trucs comme ça. Je suis pas très douée en travail manuel. Elle me dit, tu vas me déposer ton univers. Je lui dis, mon univers de quoi? Du spectacle. Bah, elle dit, oui. Je dis, mais j'ai pas d'univers, je n'ai pas écrit de spectacle en fait. En fait, elle me fait un switch, quoi. Elle me prend par un autre endroit et je lui fais confiance parce que je sais que c'est elle, enfin, je le sais. Et en fait, se dessine, le cabaret. Les années parisiennes, c'est aussi là où je vais pas mal dans des cabarets transformistes. J'adore tout ce qui est drague, etc. C'est des personnages qui m'ont toujours beaucoup touchée. Si je vais à un spectacle de drague, moi je pleure, quoi, parce que pour le coup, c'est des gens qui ont assumé leur place. Enfin, ça m'émeut même en vous en parlant. Je suis très très touchée par ça. Et donc, elle me dit, tu verras, il y a très peu de choses impossibles dans ce que tu vas faire. Et là, je dessine une balançoire, une énorme balançoire, comme, je sais pas, dans les spectacles de rock. Je me dis, mais oui, il y a la musique, et puis il y a la musique du monde, et puis il y a le flamenco, et puis... Il y avait tout. Il y avait tout. En fait, vous aviez vraiment glané au fil des années, tout dans la petite malle, comme la malle à costume enfant, et vous aviez juste à ressortir, à réouvrir la malle, Mais c'est vraiment hallucinant. Et après, au bout de 2 jours, elle me dit, maintenant tu vas nous présenter, parce qu'il y avait d'autres personnes en résidence, ça a été aussi très très fort les rencontres. Tu vas me présenter le spectacle. Je dis, mais j'ai rien écrit. Elle dit, non, mais tu vas nous mettre dans l'espace, là il y a ça. Et puis elle dit, surtout, tu vas aller sur le terrain de tennis. Il y avait un terrain de tennis un peu laissé à l'abandon à côté. Et elle dit, tu vas danser. Et là, j'ai retrouvé exactement la sensation de la photo que je vous apporte aujourd'hui. En dansant, c'est-à-dire cette fille qui court dans le jardin. J'ai couru de la même façon sur ce terrain et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est là. Et là, j'ai senti que le spectacle y descendait. Et en fait, en 1 semaine, j'avais effectivement tout le texte. Il y a eu tout en 1 semaine. Mais 1 semaine, c'est pas la durée du spectacle. C'est toute ma vie. Et c'est les ombres et c'est le fait d'avoir vécu plein de trucs, le rejet. Parce que dès que vous... Ma plus grande peur, c'est le rejet, moi. Je le sais, ma plus grande blessure, c'est ça. Donc c'est chiant quand vous montez sur scène, il y a intérêt à bien bosser ça quand même. Et en même temps d'être allée dans des couches, je revois tous mes travaux en thérapie, tout s'aligne, mes partenaires qui m'ont programmé pour une conférence en octobre et en novembre. Conférence Danser sa vie, je leur dis en fait je ne vais pas faire de conférence, est-ce que tu me suis? Ça va être un spectacle. Pas du tout la même promesse. Mais comme ils ont une foi, ils m'ont dit mais toi Gaëlle, on te suit en fait. J'ai vraiment aussi des partenaires comme ça qui savent que... Ils me disent, nous on veut du Gaëlle Piton en fait. C'est toi qu'on veut. Donc si c'est un spectacle, donc je me trouve avec 2 dates. Et ça je sais comment c'est. Dès l'instant c'est posé dans la matière parce que je suis mes intuitions, je saute, mais surtout je crée des choses concrètes. Je me dis j'ai une date, j'ai un objectif, c'est un spectacle. Donc là, mode préparation de spectacle. Et alors là, de juillet à fin de juin jusqu'en octobre, je suis dans un training de préparation sportif de haut niveau, quoi. Je saute à la corde, je chante tous les jours, et je m'éclate. Et je suis dans une joie parce qu'en fait, peut-être il est venu le spectacle aussi à un moment où moi j'avais besoin de me remettre du jus, je pense. Parce que la vie d'accompagnante, d'entrepreneur, c'est pas tout le temps facile. Et que je sais que si moi j'incarne pas ça, c'est compliqué d'aller donner à l'autre, que partir d'un réservoir vide, ça marche pas, ça crée de l'épuisement. Et là, mais je suis à ma place. Et en fait, autour de moi, personne n'est surpris, quoi. Que je fasse un spectacle. C'est une évidence. Évidemment. Pour eux, ils disent... Pour eux, c'est Gaëlle, c'est la femme qui va repousser toutes les limites. Je décide de faire un documentaire aux Philippines, c'est parti. Je fais 6 bouquins. Enfin, je repousse les limites, mais non pas parce que je veux pas avoir de limites, mais parce que c'est des espaces d'expression et que pour moi, que ce soit dans un livre ou dans un spectacle, ça me donne aussi, parce que dans le spectacle, je me décourage forcément plusieurs fois. Enfin, c'est 1h15 toute seule en scène, c'est une performance physique aussi. Mais je me sens tellement portée et tout s'imbrique.
Et là, je me dis, je vais pouvoir parler de Saint-Denis. J'ai parlé de mon implication à Saint-Denis, dans le trafic de drogue. On n'en parle jamais, ça, de c'est quoi d'être une sophrologue de terrain. C'est aussi ça, en fait. Et donc, tous mes combats, tout ce qui me met en rogne, tout ce qui me met en rage, a sa place là-dedans. Oui, et ça synthétise tous les engagements. Et toutes les femmes que je suis. Donc, je parle de quand j'ai été dans le spectacle vivant, parce qu'avant d'être sophrologue, j'ai été chargée de production dans le spectacle vivant. Donc, j'ai fait les petites mains dans des moments où c'est pas forcément évident. J'étais un peu la potiche, la plante verte parfois en tant qu'attachée de presse, tout ça. Donc j'en ris de ça. Et en fait, je me dis, ce parcours multiple, l'avantage qu'il a, c'est que les personnes se reconnaissent forcément à un endroit. Donc c'est plus un problème d'être slasheuse, c'est ma force en fait. Ça fait du bien de se reconnaître. Et ouais, et là, et surtout, alors là c'est pour le côté, un peu magique quand on dit que tout s'aligne. Y a des partenaires qui rejoignent l'aventure. Je fais ma création lumière chez Philippe Decoufflé, à Saint-Denis. Philippe Decoufflé, immense chorégraphe. Ouais. Qui, pour moi, à la chaufferie. Créa lumière à la chaufferie. Enfin, on n'est pas sur un petit projet de kermesse, là. ça rigole pas, quoi. Enfin, c'est fou. Fou. Et tous ces partenariats fidèles, et ces gens qui disent, mais nous, on a tellement envie de soutenir ça, parce que c'est tellement important. Et où on me dit ça va changer des conférences où on a l'impression que c'est pas pour nous. Parce que je suis madame tout le monde, moi. Je suis pas... Donc on peut plus facilement, je pense, transposer et dire si elle le fait, elle a 44 piges, la nana, elle monte sur scène, quoi. Elle se met en mari et je me déguise dans le spectacle. Et sur le portant de mon spectacle, je mets tous mes costumes. J'appelle ma troupe de danse de l'époque israélienne, je leur dis envoyez-moi des costumes. Donc je remets les costumes d'époque. Enfin, c'est juste énorme, quoi, en termes de boucles. Et puis surtout, jusqu'au jour J, jusqu'à la première. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que sur ce spectacle, j'ai un podium de 3 marches sur lequel j'évolue. J'ai pas les moyens, parce que j'ai pas de budget. J'ai pas fait de prod, j'ai fait les choses à l'envers. Et donc, j'appelle mon père et je lui dis, parce qu'il est bricoleur ici, il est assez bricoleur. Il me dit, ma grande, il m'appelle ma grande, ton podium, je te le fais. Donc, moi, en termes de symbolique, mon père est en train de me faire le podium. Je me dis là, tu répares. En fait, il y a ce spectacle, comme vous parliez aussi, J'ai créé ma thérapie. Mais c'est mon antidote en fait. Enfin, il y a le truc où je me dis, et mon père m'accompagne à la première. Il était là. Et la veille de la première, pour me détendre, il me dit, viens, on va faire un tour à Nantes. On est allé à la foire, bouffer des barbes à papa, quoi. Enfin, la vie est vraiment... Maligne, merveilleuse à ce moment-là. Alors, il y a beaucoup de... Honnêtement, c'est pas toujours rose, parce que je suis face à mon corps, mon propre corps, qui est celui d'une femme de 44 ans, mes croyances, mais qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire tu te la pètes, t'es pas une vraie artiste, parce que moi j'ai un respect quand même. J'ai travaillé très longtemps avec Caroline Carlson, c'est une super chorégraphe, tous les artistes dont c'est le métier, j'ai un respect, donc je me dis, moi je suis... Il y a un peu un truc de... Je suis un peu légitimité, ouais. Bien sûr. Donc, il faut bosser tout ça. Donc, en fait, je suis quand même entourée d'une armée bienveillante de thérapeutes, accompagnants. Sans ça, on ne peut pas monter sur scène. Enfin, moi, je crois pas. Ou alors... c'est un boulot de dingue aussi. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, faut se donner le temps et avoir, comme vous l'avez fait, une discipline. C'est ça. Ah oui, ça c'est sûr. Et ça s'apprend pas rapidement. Non. C'est quelque chose qui a été plissé dans le cerveau comme des traces de ski pour donner les circuits, quoi. C'est là que les grandes études, j'ai quand même c'est vrai que discipline, c'est un mot que moi j'adore, par exemple. Je sais qu'il est parfois critiqué. Et puis, j'ai pris conscience aussi qu'en ayant évolué avec des artistes, la discipline, c'est quand même... quelque chose qui est présent. Et l'effort. Voilà. Et que le corps tienne. Exactement. Donc ça, c'est un entraînement au long cours. Donc, je viens quand même d'un univers où... et je pense que je compare beaucoup les artistes et les entrepreneurs. Pour moi, c'est vraiment des familles qui sont très, très proches, de jamais lâcher et de garder la foi. Je me dis, en fait, là, ton objectif, c'est que tu gardes la foi. Et là, je vais rejouer bientôt et je suis encore en panique à me dire, est-ce que ça va être aussi bien que les deux précédentes ? J'ai peur. Moi, je suis pétrie de peur. J'ai peur d'oublier le texte. Enfin... Il y a tout ça qui se rejoue. Mais en fait, pour l'inspiration en face, parce qu'après, ce que j'ignorais encore, c'est comment les gens allaient recevoir ça une fois que ça ne m'appartient plus. Et c'est les 3/4 de la salle en larmes quand même. Vraiment, c'était hyper fort.
Mais moi, déjà, je me suis dit, tiens-le au bout. Quand il y a une espèce de truc sur la vidéo, on voit que j'ai le poing levé, genre, je l'ai fait parce que... Waouh. Et les gens, en fait, me parlent d'eux à la fin. Me parlent d'eux. Ah, bah, je vais aller me réinscrire à un cours de chant. Moi aussi, j'étais bonne en maths et on m'a dit que les filles, elles sont pas scientifiques. Enfin, et je me dis, mais la portée du truc, parce que moi, il y a des gens qui ont changé ma vie comme ça, en fait. Et si je peux semer une petite graine comme ça, mais juste, ça me donne le carburant. Et donc, je pense que ce souci tout le temps d'avoir voulu dissocier de mon parcours dans le but d'inspirer, on a toujours écrit les choses vraiment comme ça, je crois que ça a fonctionné. Ouais, et ça fonctionne au spectacle, mais ça fonctionne autour en fait. Bien sûr, c'est vibratoire, c'est un courage incarné qui fait que la personne, elle va retenir ce qu'elle a ressenti pendant le spectacle. Exactement. Et c'est ce que vous vouliez transmettre en fait. Ouais. C'est une quintessence. Donc c'est ça qui est joli. Et puis c'est de pas trop me prendre au sérieux parce que la deuxième représentation, alors ça c'était rigolo. Ça a été pas toujours rigolo d'ailleurs, mais j'étais programmée dans une journée avec que des femmes. Donc c'est un programmateur qui voulait faire intervenir que des femmes dans le développement personnel, le champ de la conscience en tout cas, parce qu'il en avait marre qu'il n'y ait que des hommes sur scène tout le temps. C'était où ? À Lyon, avec Vertical Project, qui est un partenaire, fidèle partenaire que j'aime beaucoup. Mais sauf que, alors déjà, super nana, des nanas inspirantes, Claire Barré qui fait du tambour, Audrey Fella qui parle si bien de Marie-Madeleine, enfin vraiment des femmes que moi j'admire énormément. Et je me dis, c'est super, mais moi, je rentre sur du Elvis Presley en fait. Et là, j'ai une panique la veille en me disant... Je suis trop décalée. Ça va pas le faire. Et en plus, je viens en novembre de vivre un grand drame, c'est que j'ai perdu mon co-auteur de mon dernier ouvrage, qui est mon ami Jean-Jacques Griot, musicologue, qui est décédé début novembre. Donc moi, je monte sur scène 3 jours après l'enterrement. Enfin, je suis dans un état. Et il n'y a pas de son. J'ai une panne de micro. C'est-à-dire que pendant tout mon seul en scène, je ne vais pas avoir d'amplification. Mais je vais tenir le truc en mode, j'en ai rien à foutre de toute façon. Là, je viens de vivre un décès. Je suis face à des femmes et en fait, je dois jouer vraiment qui je suis. Et en fait, ça... Le fait d'assumer ma singularité, donc j'arrive en pin-up sur du Elvis Presley. Je ne spoil pas le reste du spectacle, mais c'est ça à l'entrée. Donc déjà, ça crée un espèce de cassure et en même temps, beaucoup de gens connaissent Elvis Presley. Donc ça commence à danser. On aime tous, je pense, se trémousser. En fait, c'est quelque chose d'assez naturel. Moi, j'arrive hyper sexy, les talons hyper grands, en mode exagération. Évidemment, c'est pas de ça sous le spectacle, mais j'arrive comme ça. Et puis, le fait que j'ai pas de micro m'a créé parce qu'on se sont dit, en fait, elle va jusqu'au bout. C'est du spectacle vivant. Elle lâche rien. Et donc, ça, je pense que j'ai eu une adhésion. Donc, les gens m'ont aidé sur les chansons, enfin, m'ont porté parce qu'ils se sont dit, elle va devoir pousser au-dessus de la bande de sons, d'instruments. Mais c'est des chansons que tout le monde connaît. Je chante du Marilyn, Dalida. Donc, les gens connaissent, en fait. Et finalement, ça m'a donné une autre perspective du spectacle. Et ça a créé le petit phénomène, en fait, en fait, elle ose. Et finalement... ça fait du bien qu'on ne se prenne pas trop... Je me ridiculise dans le spectacle à plein d'endroits, je ne me prends pas trop au sérieux, et en même temps c'est vrai, je crois, enfin j'essaie d'être plus honnête avec moi-même déjà, et je pense que ça fait du bien dans ce secteur. Oui, et puis d'incarner un regard sur soi-même, c'est quand même pas évident. Non. Parce que c'est comme le goût du chocolat, quoi. Transmettre, c'est compliqué. Oui. Vas-y, goûte. Oui, mais goûte le chemin vers soi. C'est quoi ce truc? Oui, et puis parfois... je viens aussi, moi, mon terrain, c'est la Seine-Saint-Denis, quoi. Je me dis, il y a des personnes pour qui c'est pas accessible de parler comme ça du développement personnel, en fait. C'est trop intello, c'est encore trop... C'est pas que c'est pas bien, c'est pas ça, mais c'est pas adapté. Et le spectacle, je crois, a cette forme incroyable de pouvoir nous réunir. Moi, j'ai pas peur de faire du divertissement à des endroits. Mais par contre, l'air de rien, je transmets des outils de sophro dans la narration. Enfin... j'ai essayé d'être assez habile avec ça, mais tout en ayant un côté très léger. Divertissement, quoi. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est les comédies musicales. Enfin, j'adore ça. Ça, c'est des vrais... Pour moi, ça a toujours été des antidépresseurs, quoi. Quand je vais pas bien, je vais voir une comédie musicale ou je regarde Les Demoiselles de Rochefort, quoi. C'est clair, et en particulier Les Demoiselles de Rochefort, c'est quand même l'art de traiter des sujets super complexes et terribles. Genre, j'ai découpé une femme en morceaux de Paris Château, tout en étant hyper léger, futile, couleur pastel, et on te parle de sujets guerre d'Algérie et compagnie. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu cette
guérison par la fantaisie, la dans joie, le cabaret, la c'est pareil, quoi. créativité. C'est quand même hyper glauque, en fait. Et Comme contexte. de revenir remettre de l'énergie dans les chaos par cette capacité qu'a l'humain d'être resté en contact avec cette osée, l'audace, la créativité, l'enfant. Oui, c'est ça. L'enfance, le jouer comme si on n'avait jamais été empêché, en fait. Bah, c'est ça, de se déguiser. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai un portant dans le spectacle et je fais des changements, pas à vue, mais voilà, le portant est important parce que c'était aussi les portants des salles de spectacle, des coulisses, etc. Quoi, le portant est important? Voilà, ça va être un nouvel... le portant est important. Et je pense que ça fait écho à plein... Voilà, j'ose mettre des paillettes, foutre des talons, rigoler de ça, faire la potiche. Et en même temps, j'arrive avec... j'aurais pu arriver en me disant « Oui, j'ai 6 livres, etc. Je m'appelle Gaëlle Pitot. » Mais voilà, je suis complètement à la portée parce que j'ai peut-être cette chance de ne pas être justement ultra connue ou quoi que ce soit. Et je pense que ça résonne chez les gens. Et alors, ça résonne beaucoup chez les femmes, en fait, qui me disent « Mais en fait, tu nous donnes trop envie d'oser. » Donc, j'ai carrément des nanas qui sont venues habillées en pin-up. La pin-up, c'est mon personnage. Enfin, c'est plus qu'un personnage. Mon père est fan des années 50. J'ai toujours été dans les jukebox. Et c'est aussi un personnage que j'ai choisi à un moment quand j'étais très exposée dans les conférences, etc. Parce que je suis très, très sensible. Donc, je capte l'énergie de tous les gens en même temps, ce qui parfois est très dur pour moi. Donc, je me suis dit, tiens, ce personnage. Et en même temps, on retient la pin-up. C'est les jupons, c'est rigolo. Et en même temps, c'est une grande défense de la femme, quoi. Donc, il y a un petit mouvement qui a commencé à se créer où les gens disent « Ah, mais t'achètes toutes tes fringues et tout !» Donc, ça allait même au-delà du spectacle. Et donc là, j'ai eu envie et c'est un peu mon étape actuelle, c'est de dire que Danser sa vie, c'était plus que ça, c'était un mouvement. Donc, j'ai commencé, alors pour l'instant petit, mais par un groupe WhatsApp dans lequel chaque vendredi, je fais des petits vocaux d'inspiration pour les gens, avec un truc qui m'est arrivé la semaine, et toujours avec un petit tips pour le quotidien. Parce que pour moi, l'idée, c'est vraiment de dire « Tu peux le faire dans ton quotidien. » C'est pas difficile, ça demande pas beaucoup de temps, tu peux le faire et voilà ce que je te propose. Et en fait, c'est une communauté qui est en train de grandir. Et je pense que ça, c'est la place à laquelle j'ai envie d'être aussi dans les années à venir, c'est-à-dire que j'ai cette ambition que Danser sa vie, ça puisse être d'être chef de file de quelque chose, d'un mouvement, je sais pas comment je peux dire autrement, mais qui puisse remettre de la poésie et du courage, de l'espoir dans la vie des gens, quoi. Ça, c'est quand même... J'ai toujours été très animée d'un truc un peu grand comme ça. Mais il faut voir grand. Mais, viser, comment on dit, il faut viser la lune, il faut retomber dans les étoiles. Exactement. Mais pas grand pour moi, pas pour mon ego, c'est-à-dire grand parce que ça transformera durablement la vie des gens, et le plus de gens. C'est pour ça que je m'éloigne un petit peu de la consultation individuelle, parce que je sens qu'il y a une urgence aussi dans ce monde à créer des espaces... plus de collectif. Ouais, dans l'égrégore du collectif est beaucoup plus puissante. Oui, c'est ça. Comme lieu de ressourcement. Ouais. Même si le travail en cabinet est important sur un certain champ, comme vous l'aviez vécu et vous le disiez dans ces transmissions de danse traditionnelle, le groupe, est beaucoup, c'est des énergies décuplées et l'altérité. Oui, c'est ça. Et puis le fait de le faire, c'est-à-dire que je me disais, c'est quelque chose que j'offre. Moi, je donne toujours avant de recevoir. Ça a toujours été aussi un grand mantra. C'est pour ça que j'ai des partenariats, je pense, solides. Je suis très généreuse, ça son Gaëlle, ça veut dire ça, donc générosité. Mais, et je me dis, voilà, il y a peut-être des gens, il y a des gens dans ce groupe qui viendront jamais dans mes espaces, qui viendront jamais dans mes visites au musée, qui viendront même pas au spectacle, mais qui chaque vendredi peut-être auront une petite inspiration. Et en fait, ça, c'est hyper précieux. Les visites au musée, vous les faites toujours ? Ouais, depuis 2017. C'est comment ça se présente ? Alors, c'est les slow visites. En 2017, je raconte très très rapidement l'histoire parce qu'en fait, maintenant, la médiation sensible, c'est en grand boom dans les musées. C'est partout, il y en a partout. En 2017, il n'y en avait pas tant que ça, il y en avait beaucoup au Québec, aux États-Unis. Et en fait, on s'est retrouvés à Saint-Denis avec la médiatrice du musée, avec nos jeunes qui n'allaient ni au musée et qu'on trouvait éloignés de la méditation. Donc, on s'est retrouvés un comité de pilotage du collège et on a échangé en se disant peut-être qu'il faudrait qu'on crée une expérience sensible, différente de la médiation classique, où ils se sentiraient compétents pour connecter avec les œuvres d'art. Et pour ça, il y a le corps, il y a les sens. Et on est parti comme ça.
On a eu beaucoup de mal à défendre le projet parce qu'on leur a dit nous sommes 2 pour 15 personnes. Projet pas rentable du tout. Mais on a tenu bon, donc des réunionites, des machins. Et en fait, ça a super bien fonctionné. Ouais, ça a super bien fonctionné parce que, en fait, la slow visit, donc moi je transmets des outils sensibles et on part de leur ressenti sensible pour construire le discours de médiation. Donc avec la médiatrice. Pour moi, ça c'est très important, le binôme. Et c'est né à Saint-Denis, donc après ça a été un peu récupéré à droite à gauche. Bon, j'ai tenu mon fil. Moi, j'invente souvent des concepts qui sont souvent récupérés, mais parce qu'on a tous des idées en même temps. Enfin bon, voilà, c'est un autre sujet, peu importe. Et en fait, j'ai tenu bon, moi, avec le binôme. Toujours parce que je dis, je me supplanterai jamais une médiatrice, quoi. C'est pas mon métier. Et mon métier, c'est pas le sien. Mais c'est ensemble que, waouh! Et les gens étaient très sensibles à ça. Donc, on disait, revenez au musée. Les jeunes revenaient au musée avec leurs parents. C'était dans quel musée? Musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis. Après, ça a intéressé des visiteurs un peu plus aguerris parce que quand on a une connaissance intellectuelle des choses, on a du mal à voir les œuvres comme si c'était la première fois. Et donc maintenant, j'ai la chance d'être dans des grands musées, donc l'Institut du monde arabe, musée Rodin, musée Bourdelle, etc. Donc ce qui a ouvert aussi d'autres portes. Mais en fait, c'est né à Saint-Denis d'une expérience. Et là encore, on m'a dit, il y a plein de choses qui se font, mais bon, je sais pas, avec vous, c'est différent. En fait, je crois que là aussi, c'est très performatif, ma façon de l'envisager. Toujours cette tridimensionnalité. Il y a l'œuvre, il y a le groupe, et il y a nous. Ouais. Et alors ça, c'est des moments d'humanité, c'est incroyable. Je fais beaucoup de visites champs sociales aussi avec des femmes victimes de violences, des personnes dites éloignées du musée. Parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais l'inclusion, c'est un vrai travail. Et ça coche toutes les cases. Pour moi, c'est la présence et l'art, donc quelle chance, quoi. Et vraiment, les histoires de groupe, de vivre ça en groupe, même si on ne se reverra plus jamais, il y a un truc qui se passe. Et ça m'intéresse. Merci Gaëlle. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci pour tout ce parcours. C'était chouette. Chouette échange. Je vais retenir plein de pépites parce que en faisant ça, je co-construis avec vous aussi. C'est-à-dire que vos questions, elles m'apportent aussi, moi, de la réflexion sur ce que je fais, sur comment j'œuvre. Aujourd'hui, vous avez pointé beaucoup le collectif, ça va rester, ça. Très fort. Donc merci à vous. Parce que là, on est quand même sur un parcours avec beaucoup de rationalité, de concret et de pragmatisme dans des milieux à contrainte, on va dire. Hein. Et en même temps, un imaginaire, une fertilité, une hypersensibilité. Donc de pouvoir témoigner que tout ça se conjugue et peut se conjuguer, ça donne beaucoup d'espoir. Et oui, et après, il faut savoir l'accompagner, quoi. C'est ça, c'est ça. On ne se fait pas forcément tout seul. Non. Merci Gaëlle. Merci beaucoup. Et voilà, encore un voyage sensoscopique inspirant qui nous encourage à oser, expérimenter, bouger, danser, écrire, improviser, créer et rester bien vivant. Vous pouvez retrouver Gaëlle sur son groupe WhatsApp Danser sa vie. Je vous ai mis les références de ses livres et son site en description du podcast. Et pour une expérience plus immersive, et ceux qui le peuvent, son prochain Seul en scène sera le 7 mai à 12h30 à la Maison de la musique et de la danse de Bagneux. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode printanier très bientôt. Et d'ici là, affûtez vos antennes et trouvez un point d'équilibre intérieur dans le brouhaha du monde. À bientôt!